Bon, j'ai eu un sacré don, c'est-à-dire de don empoisonné, terriblement empoisonné, de réaliser une transition avec ce qu'on a vu. Parce que, en fait, ça me met dans une position qui est comparable à celle de Sheldon, c'est-à-dire d'avoir un point de vue strictement analytique sur ce qu'est le don. Vous avez vu sa difficulté, son angoisse, c'est de savoir mais combien je dois rendre, quelle va être la signification de ce don, quelle doit être exactement sa valeur. Et à l'évidence, il passe à côté de la magie du don, pour des raisons qui sont liées à son histoire et aussi à ses difficultés. Il n'aime pas la surprise, il n'aime pas l'attente, il n'aime pas le risque. Donc j'essaierai de vous parler un petit peu de tout ça, c'est-à-dire de la fluidité du don, qui fait que dans la mesure où justement il ne répond pas à des règles aussi strictes que Sheldon le voudrait et qu'il voudrait mettre en application, il est susceptible de glisser, il est susceptible de se retourner de mille façons, et donc qui présente des faces diverses, des faces de lumière qu'on essaiera d'éclairer, et puis des faces d'ombre aussi qu'on essaiera tout autant d'éclairer. C'est un peu le sens du titre de la conférence qui m'a été demandée, symbolique, diabolique, les ambivalences du don. Et je vais jouer sur ces termes-là. Peut-être vous en connaissez l'étymologie, enfin, d'une façon très simplifiée, le symbolon, symbolique, c'est ce qui unit. J'y reviendrai. C'est ce qui peut se matérialiser d'ailleurs par des objets que deux amis, deux amants, deux personnes qui se sont rendues un service, par exemple l'hospitalité. Eh bien, pour un même objet, qui peut être une bague, une poterie ou autre, elle va être divisée en deux, et les deux morceaux sont les gages du lien, les gages de l'accord. Il suffit de les remettre ensemble, justement pour signifier l'alliance, en tous les cas la force du lien entre les personnes. Dans la pratique d'Antiquité, c'était notamment les fameuses tessères d'hospitalité. J'y reviendrai peut-être. Et donc voilà, le symbolique, symbolon, c'est ce qui unit, et le diabolique, dia, c'est ce qui sépare, c'est ce qui divise, c'est ce qui antagonise. Et le paradoxe du don, ou l'ambivalence principale du don sur lequel je voudrais revenir, qui permet de distinguer ces faces de lumière et ces faces d'ombre, eh bien justement, c'est cette tension entre cette face symbolique et cette face diabolique, c'est ces possibilités de retournement de ces formes lumineuses dans ces formes obscures. Alors, je vais d'abord partir d'une formule de Nagy qui m'avait vraiment frappé, c'est-à-dire que j'avais trouvé une sorte de définition assez parfaite du don. Et cette formule de Nagy est celle-ci. Il écrivait « La manière la plus donnante de donner », et j'aime bien ce début de formulation, « la manière la plus donnante de donner est d'ouvrir la possibilité de donner ». Alors cette formule, je ne l'ai pas découverte seule, je l'ai découverte au moment où j'ai rédigé la postface. Ce n'est pas pour parler de la postface, mais c'est pour parler du livre de Pierre Michard qui est ici, et le livre il est ici. Et c'est en le lisant que j'ai trouvé cette formule, c'est en le lisant et en rencontrant également Pierre Michard que j'ai découvert la thérapie contextuelle. Donc je le remercie, c'est grâce à cela que je me trouve ici, donc je remercie Marie-Christine, les organisateurs. Et voilà, je vous présente cette communication en remerciement de tous ces dons depuis assez longtemps qui trament cette histoire. Mais cette formule de Nagy, au-delà du fait qu'elle symbolise aussi tout un cycle de dons avec les personnes que j'ai citées, elle vaut vraiment pour elle-même. La manière la plus donnante de donner et d'ouvrir la possibilité de donner, on peut lire très clairement, et je veux dire dès le début, ce qui constitue pour moi l'impératif catégorique du don. L'impératif catégorique du don, il est à penser comme le croisement entre deux normes, pourrait-on dire. Ces deux normes, c'est celle que j'appelle la norme de la générosité, et la seconde est celle de la réciprocité, celle qui rend fou Sheldon dans le passage que l'on a vu. Et la générosité, c'est ce qui vient à la fin, la dimension aussi affective, parce que la balance n'est jamais possible en quelque sorte. Et l'impératif catégorique, si on voulait le formuler, on pourrait le dire comme ça, donner, générosité, pour que l'autre donne, réciprocité. Voilà, c'est dans ces termes-là que je pense le don. Vous verrez que c'est important parce qu'on a parfois tendance à penser le don sous ses formes unilatérales, compassionnelles, donner pour que l'autre reçoive, c'est-à-dire répondre à un besoin, à une demande, à une souffrance,
ou alors de penser le don au contraire en mettant l'accent sur la dimension d'échange, donner pour que l'autre rende. Mais je crois que le don, c'est ni l'un ni l'autre, hein, et que sa formule est celle que je viens de répéter. Mais ça, c'est sa formule magique, en quelque sorte. Ça, c'est sa formule symbolique. À travers cette formule-là, on pointe dans quelle mesure il y a dans le don cette puissance un peu mystérieuse, hein, qui nous permet de nous attacher les uns aux autres, de nous entrelacer les uns aux autres, en nous reconnaissant mutuellement comme des sujets. Et vous le verrez, moi, le don tel que je le travaille, c'est sous ces deux aspects, c'est-à-dire à la fois sa puissance de socialisation, de faire lien, et la question de l'attachement m'intéresse à différents points de vue, et également sa capacité, sa puissance à faire sujet, hein, c'est-à-dire c'est à la fois une force de socialisation du côté du lien et une force de subjectivation. Et les deux sont absolument indissociables, c'est pour ça que le don est un opérateur si puissant. Mais ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, c'est essentiellement cette face lumineuse, cette face symbolique. Mais bien sûr, le don, c'est pas que ça. Et je voudrais essayer de vous inviter à aller visiter également ces faces les plus obscures, d'autant plus que c'est en grande partie en travaillant autour des questions de thérapie, notamment contextuelle. Enfin, j'en suis pas du tout spécialiste, mais c'est vrai que voilà, il y a des gens qui travaillent sur des pathologies, quoi. Moi, c'est pas mon métier directement, même s'il y a beaucoup de pathologies sociales, je suis sociologue. Mais ce qui m'avait justement passionné, c'était d'établir des liens entre les symptômes psychiques, qui relèvent de la compétence du psychothérapeute, et puis ce qu'on aurait envie d'appeler les pathologies du don. Est-ce que, pour partie, les pathologies psychiques sont des pathologies comme tu l'as dit, Christine, du donner, recevoir, rendre? Il faut bien sûr complexifier les choses, mais en tous les cas, il y a à chercher au sein de cet univers conceptuel, et qui n'est pas simplement un univers conceptuel, c'est pour ça que c'est super d'avoir commencé par un film, c'est-à-dire c'est des choses très très concrètes quand on parle du don. Sur l'expérience du cadeau, c'est quelque chose d'éminemment concret. Il ne s'agit pas de surthéoriser cette expérience-là, mais justement d'avoir le regard le plus délicat, sensible justement à la fragilité du don, sensible à ses ambivalences. Et je crois que c'est vraiment important dans les thématiques psychothérapeutiques qui sont les autres. Alors, comme j'ai peur d'être assez long, je vais un peu résumer certains passages, les liens plus directs avec Nagy. Je ne vais pas les reprendre systématiquement, on pourra éventuellement en discuter, mais je voudrais cheminer de la façon suivante. Dans un premier temps, je crois qu'il est important de revenir sur la définition même du don, et il me semble que le meilleur chemin, c'est, en tous les cas, ça peut consister à pointer ce qu'il n'est pas. Mais je pense que c'est important de débuter comme cela. D'abord, j'essaierai de vous rappeler que le don n'est pas la charité, et pourquoi, que le don n'est pas l'échange, et pourquoi, et à travers un exemple que j'aime bien, que le don n'est pas simplement une affaire de bons sentiments, qui peut être, d'un certain point de vue, tout à la fois la meilleure et la pire des choses. Une fois que j'aurai posé ça, dans un deuxième moment, j'essaierai d'approcher quand même une définition plus positive. On l'a en grande partie grâce à Nagy, mais il faut qu'on lui donne un peu plus de chair. Et je voudrais essayer de vous convaincre que le don, c'est plus que le don. Le don, c'est pas simplement une modalité d'échange social, comment on transmet des biens de personne à personne, que le don, c'est pas le marché, etc., etc. C'est pas ça qui m'intéresse. J'essaierai de vous montrer que le don est plus que le don, dans la mesure où il n'est pas simplement une forme de relation humaine parmi d'autres, il est la forme même des relations humaines. La forme de l'ensemble des formes sociales, pourrait-on dire. La matrice, le roc, à partir duquel on peut comprendre, à travers différentes modélisations, ces relations, en partant de ce que Marcel Mauss, qui est donc notre maître à tous, à la revue du Mauss, et la revue du Mauss, bien sûr, c'est un clin d'œil à l'œuvre de Marcel Mauss, que Marie-Christine a cité, et puis également, c'est un acronyme, c'était un point de départ d'une aventure intellectuelle qui s'est jouée sur un jeu de mots,
un jeu de mots qui dure depuis plus de 40 ans, donc c'est un signe de vitalité. MAUSS, M-A-U-S-S, signifiant mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales. À l'origine, dans les années 80, c'était une revue qui avait avant tout pour démarche de faire le diagnostic d'un envahissement des modèles d'analyse économique, utilitariste, dans l'ensemble des sciences sociales. Qu'est-ce qui fait courir les gens? C'est l'amélioration maximale de leur bien-être matériel. On trouvait des modèles économiques en sociologie, en anthropologie, en philosophie morale, en psychanalyse aussi, etc. Et donc cette volonté de comprendre d'abord et puis de circonscrire cette séduction de l'imaginaire économique. Et ce qui est assez frappant, c'est que ce travail de réflexion intellectuelle dans les années 80 a préfiguré ou annoncé une diffusion de l'imaginaire économique, pas simplement dans les sphères académiques, chez les gens qui réfléchissent, mais dans les sphères les plus pratiques, dans le contexte de la globalisation, de toutes les formes de dérégulation qui sont venues se développer à partir de ces années-là. Bon, je laisse de côté ça pour vous indiquer que cette revue, c'est celle-ci, elle est fort jolie. Et l'avant-dernier numéro est consacré à l'hospitalité. Voilà, je l'ai amené pour en faire don à tel ou tel. Mais voilà, on a un site aussi, on en a plusieurs, qui est journaldumos.net, mais je ne suis pas là pour faire de la publicité. Donc, j'essaierai à partir de la définition de ce que le don n'est pas, de montrer ce qu'il est. Il est beaucoup de choses. Il est ce roc, justement, sur lequel sont bâties les sociétés humaines, dit Marcel Mauss, dans son essai sur le don de 1924. Et donc, c'est à partir de lui que j'essaierai, justement, de distinguer des formes de relations symboliques qui font lien, des formes de relations diaboliques qui nous divisent, qui nous antagonisent. Et chacune sera reliée d'une façon ou d'une autre à ce qui constitue le cœur du don, dans son articulation entre la générosité, on va le voir, et la réciprocité. Alors, premier repérage négatif, ce que le don n'est pas la charité. Je rappelle ce point très vite, mais il faut être conscient du fait que l'une des nombreuses difficultés que nous avons à penser le don provient du fait que la représentation que nous en avons, elle est marquée par une longue histoire, qui est celle de notre héritage chrétien. Et ces 2000 ans de christianisme ont façonné une image très particulière du don, qui n'a rien à voir avec le don, entre guillemets, des sauvages qu'étudie Marcel Mauss en anthropologue dans l'essai sur le don. Cette image singulière du don, c'est un don pur, c'est un don unilatéral, c'est un don qui se pense sur le modèle de la grâce divine, quelque chose de descendant, quelque chose aussi qui, pour bien des raisons d'ailleurs, ne se mérite pas. Donc un don sans raison, un don en quelque sorte sublime, qui ne réclame rien, surtout qui ne doit jamais être retourné. Le modèle du don charitable, si on peut utiliser cette formule, c'est celui d'une forme de générosité. L'amour de Dieu renvoie à la générosité, sans réciprocité. Mais donc dans ce cadre-là, on va avoir cette tendance bien compréhensible d'identifier le don à la charité, c'est-à-dire à une forme d'amour, la caritas, pour faire du latin, ou de l'agapé pour faire impression et faire du grec. Et cet héritage chrétien, il pèse vraiment lourdement sur notre façon d'envisager le don. Pour essayer de le dissiper un peu, je vous propose un exemple religieux. Il concerne la fondation de la communauté Emmaüs, vous connaissez sûrement, par l'abbé Pierre. Alors, on croit souvent que la communauté Emmaüs a été fondée dans le terrible hiver 1954, suite à l'appel de l'abbé Pierre, dans cet hiver si froid, etc. Mais lorsqu'on se réfère aux mémoires de l'abbé Pierre, eh bien, Emmaüs n'a pas été fondée en 1954, mais 5 ans plus tôt, en 1949, au moment d'une rencontre. À l'automne 1949, l'abbé Pierre est appelé près de Georges. Georges est un ancien prisonnier, parricide, désespéré, qui a tenté de se suicider. Et voilà ce qu'écrit l'abbé Pierre. C'est alors qu'Emmaüs est né, parce que sans réflexion, sans calcul, j'ai fait, pour ainsi dire, le contraire de la bienfaisance. C'est ça qui m'intéresse. Le contraire de la bienfaisance. Au lieu de dire, donc à ce bagnard parricide suicidaire, pour l'étiqueter bien vite, au lieu de dire « tu es malheureux, je vais te donner ce que tu me demandes, un logement, du travail, de l'argent »,
les circonstances m'ont fait dire exactement le contraire. Je ne pus que lui dire, parce que c'était la réalité, tu es horriblement malheureux, et moi je ne peux rien te donner. Mais toi, puisque tu veux mourir, tu n'as rien qui t'embarrasse, alors est-ce que tu ne voudrais pas me donner ton aide pour aider les autres? Et l'abbé Pierre, bon, c'est les spécialistes de ça, ne peut pas s'empêcher d'évoquer cette scène comme une scène de miracle, un moment de grâce, et je vis alors son visage s'illuminer. Bon, peu importe, mais ça fait partie du mythe, c'est pour ça qu'il faut le raconter un peu comme ça. Et dans ses mémoires, l'abbé Pierre rappellera également que Georges, ce premier compagnon qui va animer avec lui Emmaüs, confiera à l'abbé Pierre, à la fin de sa vie, ces derniers mots, et il lui aurait dit, ça fait partie du mythe, « N'importe quoi que vous m'auriez donné, j'aurais recommencé à le tuer parce que ce qui me manquait, ce n'était pas seulement de quoi vivre, mais des raisons de vivre. » Je prends cet exemple parce que je trouve que tout y est dit. Et on y voit, sous un premier aspect, la dimension tout à fait paradoxale du don. C'est-à-dire que pour donner à celui qui demandait quelque chose, beaucoup de choses, un logement, du travail, etc., de l'argent, de quoi vivre, de quoi manger, eh bien, pour donner, il fallait ne pas donner. Ou plutôt, il fallait donner, mais donner le plus grand des présents, c'est-à-dire en l'occurrence la reconnaissance. Et ainsi, en manifestant cette reconnaissance, cette confiance, l'invitation qu'il lui est faite, eh bien, il s'agissait de susciter le désir de donner. Le désir pour celui qui voulait simplement recevoir, en raison de son état, vous en avez compris toute la difficulté, susciter le désir de donner, d'être à son tour donateur et pas simplement receveur. Donc vous voyez bien ce que j'ai évoqué dès le début, ici, le don, c'est pas avant tout donner pour que l'autre reçoive dans une complète asymétrie, qui est l'asymétrie charitable, compassionnelle ou pitoyable. Non, il s'agit bien de donner pour que l'autre donne, c'est-à-dire inspirer un mouvement, susciter un mouvement qui permet d'élargir, de relancer la circulation des dons. Donc à ce titre, donner manifeste une confiance. Vous avez évoqué la question de la confiance, une confiance qui est potentiellement contagieuse. Mieux encore, donner relève d'un pari de confiance. C'est ce pari de confiance qui permet d'initier une relation. Et pour bien comprendre cela, il faut se souvenir que le don, il est déjà biface de ce point de vue-là, c'est-à-dire le don, c'est je te fais un don, c'est l'acte de donner, c'est l'action de donner, mais en même temps, et surtout, Moss ne cesse de rappeler que le don, c'est un ensemble, c'est un cycle. C'est pas simplement la partie, je te donne, c'est donner, recevoir, rendre. Un don qui n'est pas reçu n'est pas un don. Un don qui n'est pas rendu, de ce point de vue-là, n'est pas un don. D'où la difficulté aussi de Sheldon de se demander s'il y a don, s'il n'y a pas don. Non. Imaginez les choses toutes simples, c'est-à-dire dans la fluidité du don, j'y reviendrai, c'est l'anniversaire de votre amoureux, de votre amoureuse, et puis vous lui envoyez un cadeau à la figure en disant « de toute façon c'est le jour de ton anniversaire, j'ai pas le choix, je te fais un cadeau ». D'accord? Alors là, il y a un acte de don, mais est-ce qu'effectivement c'est un don qui peut être reçu? Est-ce que c'est un don qui pourrait être retourné? Le fait qu'il soit pensé comme Sheldon le fait, en raison de sa rigidité psychologique, comme une stricte obligation, c'est qu'il lui manque, en quelque sorte, cette liberté, cette spontanéité qui fait aussi la saveur du don. Moi, si on vous dit, moi, j'ai pas le choix, c'est ton anniversaire, écoute, tiens, prends ton cadeau, salut. Je ne développe pas davantage ces points-là, mais pour essayer de vous montrer un petit peu la subtilité qu'on peut repérer à ce point-là. Donc le don, c'est à la fois l'acte ponctuel et le cycle complet. C'est une relation donnée. C'est une forme de relation, plutôt qu'une forme d'action. En tous les cas, c'est comme ça que moi j'ai le travail, à l'image d'une ronde, à l'image d'une danse. Vous connaissez peut-être les représentations des trois grâces dans l'Antiquité ou la Renaissance, ou des charipes qui se donnent chacune la main, et qui représentent en quelque sorte chacun de ces trois moments. Et donc qui symbolisent, et en fait c'est comme ça que je l'évoquerai dans les passages qui viendront, qui symbolise cet art de lier, cet art de se lier qui est propre au don. Je pense le don comme un art de lier ou un art de se lier. Alors, si le don n'est pas la charité, est-ce qu'on doit l'appréhender, à l'inverse, comme une forme d'échange? C'est aussi un lieu commun ou un préjugé
qui est tout à fait fréquent. Lorsqu'on pense au don, on pense immédiatement au contre-don. S'il y a don, il doit y avoir en retour, en réplique, en réponse. Les termes qu'on peut employer là sont différents. En tous les cas, on associe spontanément don et contre-don. On associe spontanément à l'obligation de donner ou de recevoir l'obligation de rendre. Donc au bout du compte, c'est quoi le don? Bon, c'est un truc un peu barbare ou une sorte de complexité des sauvages, mais en fait le don c'est une sorte d'habillement de ce qui n'est qu'un contrat, de ce qui n'est qu'un échange donnant-donnant, comparable au modèle de l'échange économique. Là je crois qu'effectivement il y a une confusion très grave qu'il s'agit d'éviter. Bien sûr dans le don, l'obligation de rendre existe, mais elle a un statut tout à fait particulier. Elle n'est pas de nature contractuelle. Le problème de Sheldon, c'est qu'il pense presque que c'est contractuel d'un certain point de vue. C'est-à-dire que s'il ne fait pas son contre-don dans les temps, avec la valeur adéquate, etc., il va passer devant le juge, il va aller en prison, quoi. Non. Cette obligation, elle est avant tout morale. Et elle suppose paradoxalement une certaine liberté. Ce qui met Sheldon aussi très mal à l'aise, pour des raisons que vous pouvez comprendre. Qu'est-ce que je veux dire? Trois aspects qui me paraissent assez essentiels pour définir en fait positivement le don et sa subtilité. Tout d'abord, celui qui donne. On appelle le donateur. Donateur, celui qui donne, donataire, celui qui reçoit. Tout d'abord, celui qui donne, le donateur, ne sait pas nécessairement s'il y aura retour. Il n'a pas la garantie qu'il y aura retour. Il prend donc un risque. Dans tout don, il y a un risque. C'est ce que je signifiais tout à l'heure rapidement. Le don relève d'un pari. Parce qu'il n'y a pas de certitude de retour. Parce qu'il n'y a pas de garantie de retour. Deuxième élément. Le donateur ne sait pas à quel moment il y aura retour. Donc il n'y a pas simplement un risque. Il y a également une attente. Marie-Christine l'a évoqué, la question du temps de la dette. Il y a également une attente. Si par exemple on rend immédiatement une invitation, c'est ce que vous avez évoqué, ou on rend immédiatement un cadeau, eh bien on manifeste le soin de solder sa dette au plus vite. Solder sa dette, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi solder la relation. Lorsqu'on fait les comptes dans un couple, en général, c'est que ça ne va pas très bien. Et qui c'est qui va régler les comptes? En général, c'est un monsieur qui s'appelle l'avocat et qui coûte fort cher. D'accord? Donc, cette question du temps est une question fondamentale qui fait justement durer la relation. Une autre composante tout aussi fondamentale du don, qui le distingue de l'échange, me semble-t-il, est le caractère indéterminé de ce qui sera rendu. C'est aussi le problème de Sheldon. Qu'est-ce que je vais rendre? Qu'est-ce que je vais rendre? Au début, oui, il faut que je rende strictement l'équivalent, la même chose que ce qui m'a été donné. C'est pour ça qu'il va aller sur Internet voir le prix. Parce qu'il veut vraiment solder. Ce cadeau a coûté 20 €. Moi, quand vous êtes invité chez des amis, vous prenez des photos de la bouteille de vin que vous avez bu, délicieuse, pour pouvoir offrir strictement l'équivalent. Sinon, vous vous sentirez endetté, mal à l'aise, etc., etc. Mais justement, l'autre composante fondamentale du don, qui la distingue de l'échange, c'est bien ce caractère indéterminé de ce qui sera rendu. Dans le don, il ne saurait être question de stricte équivalence. Il ne saurait être exigé que ce soit obligatoirement, parfois oui, obligatoirement le même bien ou qu'un bien équivalent en termes de valeur soit rendu. Donc il y a du risque, on l'a vu, il y a de l'attente, et puis il y a également de la surprise. Et donc on voit ici tout ce qui oppose le don, tel que Mauss l'analyse, de l'échange marchand ou de la logique du contrat, dans lequel, lorsqu'on rentre dans un contrat, les clauses sont telles de ce contrat que l'on va tout faire pour éviter tout risque. Si il n'y a pas de retour, bon, effectivement le contrat est rompu, on peut faire procès, on a payé, on n'a pas été livré, etc. Les obligations réciproques n'ont pas été respectées. On essaie de se protéger contre tout risque, contre toute attente, il y a des délais de livraison, etc. Et contre toute mauvaise surprise. Vous voyez, il y a une différence très très forte. Troisième précision, le don n'est pas simplement une manifestation de bons sentiments. Ça, je crois que c'est important également de l'évoquer, parce que souvent on accuse les théories du don, un peu comme les théories du care, comme les théories de la reconnaissance, ou un certain nombre de
théorie contemporaine qui donne une part importante aux passions, aux sentiments, aux émotions, et notamment aux émotions morales. Voilà, que le don, c'est quand même du domaine d'une conception de la vie sociale assez naïve, assez irénique, qui ne serait pas capable de donner toute sa place à la violence, au pouvoir, à la domination, ou que sais-je. Donc, essayons de préciser les choses de cette façon-là. Je vous l'ai dit, on peut affirmer très simplement que le don peut être tout aussi bien la meilleure que la pire des choses. La meilleure, voilà, il est symbole de reconnaissance, il est symbole de confiance, il manifeste la sollicitude, le souci de l'autre, la générosité, la solidarité. Et on l'a vu, déjà, le don est indissociable de la dette. Le don crée une dette pour celui qui le reçoit. Le don endette. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop le don, enfin, ça peut nous mettre un peu mal à l'aise, quoi. Parfois on préfère payer, quoi, tout de suite, et puis hop, on est libre. Hein, on a acquitté sa dette. Le don endette. Le don, il fait des obligés. Et au don, vous savez, on répond merci, merci, ça veut dire d'abord je suis à votre merci. Par cette dette, eh bien, le don peut constituer un moyen très subtil pour écraser les autres, pour aplatir les autres, pour les dominer à coups de dons. Je ne vous conseille pas d'en abuser, mais pour instaurer une relation de pouvoir, écraser l'autre par votre générosité, c'est très très efficace. Vous le mettez dans une position où il ne peut plus donner à son tour. Et là, il devient votre obligé. Il m'ose raconter, c'était comme ça qu'on pouvait faire des esclaves dans l'Antiquité. Voilà. Vu du don, on peut penser les relations de domination. Mais les relations de domination ne sont pas si différentes des relations de don. Les relations de domination, elles se caractérisent en effet par la domination de celui qui donne et qui, en empêchant l'autre de donner en retour, eh bien justement le transforme en éternel débiteur. On peut penser dans ce cas-là à de multiples exemples, dans les relations familiales, bien sûr. Le trop de générosité qui peut emprisonner les enfants. On peut penser à toutes les thématiques de la culture de l'assistanat, les pauvres qui reçoivent, et qui justement ne donnent rien en retour. Bon. Mose s'est intéressé à cette question dès le début. Dès le début, il a vu cette ambivalence. Il a vu que, notamment dans les langues anciennes, dans les langues germaniques anciennes, ce terme de gift, le terme gift, avait deux significations, à la fois le don et le poison. C'est un peu normal parce que dans ces sociétés-là, assez viriles on pourrait dire, assez guerrières, le don principal c'était un don de boisson. Et lorsqu'on buvait un coup ensemble, lorsqu'on partageait une boisson, on n'était pas toujours bien persuadé de ce qu'il y avait dans le verre, quoi. Ça pouvait être véritablement un poison en quelque sorte. À la fois un signe d'alliance, on se réconcilie. Et ensuite, en allemand et en anglais, les deux sens vont se dissocier. D'un côté don et de l'autre côté poison. On a d'autres exemples comme ça en grec aussi, le terme de dosis, qui est à la fois le médicament, et donc ce qui soigne, ce qui guérit, et également il est ce qui tue. Alors, pour expliquer en quoi le don n'est pas simplement une manifestation de bons sentiments, je vais vous proposer une histoire de don empoisonné, à partir d'une émission télévisée, puis d'un article d'un ami qui s'appelle Dominique Bourgeon. C'est l'histoire de Jacques X. Jacques X souffre depuis sa naissance d'une insuffisance rénale. À 17 ans, il faut le greffer en urgence. Vous le savez, dans tous les cas de don d'organes, on tente de restreindre les mécanismes de rejet, et donc on fait un certain nombre de prélèvements, d'abord dans la famille, pour savoir qui sera le meilleur donneur. Ici, c'est le père qui se révèle, après examen, le meilleur donneur potentiel. Opération, greffe d'organes, cette greffe se déroule sans aucune complication. Jacques, il avait 17 ans. À peine un an plus tard, il se marie. Il emménage avec sa jeune épouse dans un pavillon de banlieue et il décide de partager ce pavillon en deux.
à l'image des organes paternels. Hein, le rein, on en a deux. Il y a deux reins du père dont il vient de recevoir la moitié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il achète ce pavillon, il partage un pour lui et sa femme, un pour son père. Son père et sa mère à ce moment-là. Et d'ailleurs, Jacques dit, pour moi, c'est effectivement continuer le côté familial. Je ne surinterprète pas, je donne des éléments après, comme vous voyez. Hein, c'est comme si un peu la scission des reins devait correspondre à la division des résidences. Il y a la division spatiale des résidences, il y a aussi la division en lui de la partie du côté paternel qu'il porte en lui suite à cette greffe. Comme si la loge lombaire, le don qu'il avait reçu de son père, valait bien en contre-don un logement. Comme si ce côté paternel, c'est la formule qu'il emploie, présent en lui, et donné gracieusement sous la forme d'un don, lui imposait une coexistence définitive dans son corps, mais également dans sa résidence, dans sa vie de jeune homme, quoi. Comme s'il s'aliénait en quelque sorte à ses parents. Au lieu de vivre sa vie de jeune garçon émancipé avec son épouse, il reste sous l'autorité de son père. Cadeau empoisonné, c'est beaucoup dire. Mais l'histoire n'est pas terminée. 28 ans plus tard, Jacques est à nouveau frappé par le sort, hépatite C, cancer du foie. Cette tumeur exige, dans son cas, une seconde greffe. Répétition du destin. On réalise tout un ensemble d'examens, et qui est désigné comme étant le meilleur donneur, d'après vous, une nouvelle fois, le père. Le père qui n'est pas tout jeune, qui est même très âgé. Et le fils d'ailleurs fait cette remarque à ce moment-là, à propos de ce nouveau don, je pense que c'est plus que l'amour paternel. La formule elle est forte. C'est la volonté de redonner la vie une deuxième fois à son enfant. La première greffe, il lui a sauvé la vie. La seconde greffe. Le père, lui, estime, je le cite, c'est un renouvellement de ce qui s'est passé. Mais renouvellement de quoi? Un renouvellement de ce qui s'est passé. Comme si, en quelque sorte, le père se pensait comme l'instrument du destin de son fils. En quelque sorte, invité à devenir 3 fois son géniteur, si on y réfléchit bien. Une première fois par le don de vie, par le don de sperme, et puis ensuite par ce double don d'organes. 1, 2, 3. 3 dons. Ça fait beaucoup de dettes. Ça fait beaucoup de dettes. La preuve, donc je vous donne une sorte d'interprétation symbolique que vous contesterez sûrement, c'est que le rejeton, il fait un rejet. Cette greffe, elle se passe pas bien. Septicémie. Pourtant, on a octroyé la même dosis de médicaments anti-rejet, mais empoisonnement. Jacques est entre la vie et la mort. Le chirurgien n'en revient pas, enfin considère dans le reportage que c'est une sorte de mystère de l'immunologie, ça aurait dû marcher. Et le père, lui, il est en pleine forme. Il a une forme incroyable. Il a retrouvé force et vitalité. Bon, il est assez tentant, mais c'est juste une suggestion que je vous fais, de faire l'hypothèse que l'origine de cet empoisonnement, elle est symbolique. C'est-à-dire que ce père si généreux, est-ce qu'il n'a pas imposé à son fils une dette trop lourde, une dette de vie insurmontable? J'en évoquais 3. La dette de vie. Sa première dette de vie, c'est celle qu'il a fait naître. Mais elle rend possible, elle n'est pas simple, comme vous le savez, mais elle rend possible un don en retour. La possibilité de faire des enfants, de faire des parents, de faire des grands-parents. Donc s'ouvre la possibilité, ici, d'un cycle de réciprocité régi par la circulation transgénérationnelle. Dans le cas du second don, deuxième dette, celle liée au don d'organes. Comment il s'est acquitté de cette dette? Vous l'avez vu, en partageant sa vie avec son père, avec ce partage de la résidence, c'est-à-dire en aliénant en grande partie sa vie intime, à la présence de ses parents, mais comme, en quelque sorte, un contre-don obligé. Mais le dernier don était manifestement le don de trop, un don véritablement empoisonné, qui ne pouvait pas être accepté. Alors, rassurez-vous, épilogue à cette petite histoire, Jacques a été sauvé. Par qui? Par un patient en état de mort cérébrale. Il a été sauvé de la mort par un mort.
Comme si le don d'un mort s'avérait ici plus généreux que cet excès de générosité paternelle très, très, très empoisonné. Voilà, c'est cet exemple-là que je trouve intéressant, aléatoire hein, dans son interprétation, etc. Mais passons maintenant au deuxième point. Combien de temps me reste-t-il? Parce qu'on a un peu décalé avec le... Et je ne voudrais pas prendre du temps à quiconque. Il est 11 heures là. 30 minutes. Combien? 30. 30 minutes, ça ira pour le reste? Ok. Très bien. Alors, si le don n'est ni charité ni échange, s'il n'est pas une simple manifestation de bons sentiments, hein, qui peut être la meilleure et la pire des choses, qui peut être une forme de domination, etc., qui peut être empoisonné, qu'est-ce qu'il est donc? Je vous ai proposé cette formule un peu énigmatique. Le don, c'est plus que le don. Alors, essayons de la clarifier, de la développer un petit peu, et je vais le faire en évoquant un passage de notre livre sacré, l'Essai sur le don de Marcel Mauss. Dans un passage de ce bel ouvrage, Mauss y décrit une grande fête kanak, la fête du pilou-pilou. Il s'agit d'une grande fête rituelle qui réunit en général la nuit toutes les familles, tous les clans qui composent la société locale. Grande fête, on y joue de la musique, on y danse, le pilou. Mais il s'agit avant tout d'un moment de réunion, d'un moment rituel durant lequel on fête les naissances, on fête les mariages, les funérailles, les réconciliations à la suite de conflits, de vengeances, de meurtres. Ce sont des moments intenses de dons. On s'échange différents objets, dons d'objets, tissus, ignames, tabac, monnaie archaïque, des choses qui n'ont pas de valeur, on pourrait dire, utilitaire, plutôt des biens symboliques. Moments intenses de dons d'objets de toutes sortes, mais également de dons de paroles. Hein, et tout don est accompagné de grands discours par lesquels ceux qui représentent ces clans, ces familles, eh bien, racontent l'histoire des relations entre ces familles, entre ces clans, racontent leur alliance et leurs accords passés, mais également leurs conflits, et comment ils ont surmonté les conflits, et ils s'engagent à nouer, à renouer sans cesse cette alliance avec d'autres groupes constitutifs de cette société locale. C'est ce qu'on appelle faire la coutume. Bon, je ne le représente pas dans le détail, mais je m'intéresse au terme utilisé. Ce moment culminant dans les sociétés kanak, où tout le monde est réuni, rappelle Mauss, est décrit en ces termes-là par les Kanaks. Nos fêtes, la fête ici du pilou-pilou, sont les mouvements de l'aiguille qui sert à lier les parties de la toiture de paille pour en faire un seul toit, une seule parole. Donc la fête, c'est comme le mouvement de l'aiguille qui sert à lier les parties de la toiture de paille pour en faire un toit, et le toit, c'est cette même parole. Cette métaphore couturière, je pense que vous la comprenez bien, elle est très évocatrice. Le don y apparaît, j'ai déjà employé cette formule, comme un art de se lier. Et comment on se lie à travers ces biens et ces paroles qui sont échangées. Le mouvement de l'aiguille, c'est la circulation des dons, qui en quelque sorte resserre les liens, comme les liens que l'on tisse de cette toiture de paille, et qui donne une forme sociale, la maison, qui donne une forme sociale à cette juxtaposition d'individus et de groupes. Et c'est vraiment en ce sens-là que je veux vous convaincre que le don est plus que le don. Ce n'est pas simplement l'échange des objets, peu importe l'échange de ces objets-là plutôt que d'autres objets, etc. Non, le don, c'est ce qui tisse, c'est ce qui noue entre les hommes, et pour le dire dans les termes kanak, un lien d'âme, c'est-à-dire ce qui vient symboliser et instituer un nous. Et c'est ça la signification du toit et de la maison commune, c'est une autre formule kanak, ou de la maison bien lacée, ou de la maison bien couverte. Car cette maison, c'est la maison sous laquelle toutes les familles, tous les clans, mais aussi les vivants comme les morts, les hommes comme les femmes et les enfants, les dieux comme les esprits, pourront s'abriter et vivre ensemble. C'est une sorte de grande métaphore rituelle du vivre ensemble. Et le va-et-vient du don, comme le va-et-vient de l'aiguille, c'est justement ce qui nous permet de nous enlacer, de nous entrelacer les uns aux autres par ces fils invisibles de la confiance, de la reconnaissance, de l'alliance.
On pourrait dire que les sociétés traditionnelles, à travers cet exemple-là, montrent avec force qu'il n'y a pas de monde commun, qu'il n'y a pas de monde partagé, sans ce travail de tissage, sans ce travail d'attachement. Et c'est justement ce que ces sociétés marquent, manifestent, symbolisent par des rites. Mais ça signifie aussi, et c'est très important, que, surtout dans des sociétés dites sans État, en tous les cas dans lesquelles le lien entre ces différents groupes constitue la société, c'est parce que les liens qui nous unissent sont éminemment fragiles qu'ils doivent être sans cesse réaffirmés, rejoués, symbolisés. Pour autant, il nous faut aller plus loin, car vous me direz que le propos tenu jusqu'à maintenant, surtout avec mon histoire de Pilou Pilou, pourrait sembler bien irénique. Bien sûr, oui, il faut penser le don à ce niveau-là, c'est-à-dire comment, en quelque sorte, s'institue le lien social, comment se fait une société, etc. Elle suppose, je ne reviens pas là-dessus. Mais dans l'essai sur le don, Mauss esquisse une anthropologie qui est très très subtile, et justement qui est très attentive, on l'a dit, et maintenant développons-le, aux ambivalences du don. Je l'ai évoqué à partir du terme gift, gift, la vie, la mort, le don, le poison. Et je voudrais maintenant le faire d'une façon plus systématique, c'est-à-dire contraster les phases d'ombre et les phases de lumière. Le don entre ombre et lumière, en quelque sorte. Avant d'aborder sa part d'ombre, essayons d'éclairer à nouveau sa part de lumière. Le don, premier aspect lumineux. On peut l'appréhender, et c'était l'exemple des rites de Pilou Pilou que j'évoquais à l'instant, comme une épiphanie du social. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mauss emploie une autre formule dans son ouvrage pour rendre compte de ces fêtes du don, de ces rites du don, de ces moments de don, tels que ceux que je viens d'évoquer. Et la formule qu'il emploie, qui m'a toujours frappé, que j'ai trouvé d'une très grande poésie, est celle-ci. L'instant fugitif où la société prend. L'instant fugitif où la société prend. Tout se passe comme si dans ces moments privilégiés, dont on pouvait être témoin, et fugitif, un peu évanescent, c'est pour ça qu'il faut les rejouer sans cesse, était en train de se nouer devant nous le lien social, le rapport social. Et je parle d'épiphanie au sens où, comme si le social apparaissait devant nous comme la manifestation de lumière, et nous faisait ressentir, même physiquement, sa présence. Et de tels moments, pensez-y dans votre vie personnelle, ne sont pas simplement une affaire de sauvage. Une soirée entre amis, c'est un moment où la société, la petite société des amis, prend, sur le modèle, je ne sais pas, de l'île flottante, de la mayonnaise, ça dépend de ce que vous savez faire en cuisine, moi ni l'un ni l'autre. Voilà, la soirée réussie entre amis, où la parole, les alcools coulent à flot, les répliques fusent, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de silence gênant. Pensez à des moments militants où on se sent porté par la force du collectif, ou à des moments de communion religieuse. Voilà, on éprouve la sensation que ça prend. Donc ces moments-là ne sont pas simplement le monopole des sociétés traditionnelles, on en fait tous l'expérience. Nous faisons tous l'expérience d'un bonheur et d'un plaisir que nous prenons au lien pour lui-même, à la socialité pour elle-même. Il y a un bonheur à se lier, qui se suffit à lui-même, et le don nous permet de comprendre ça. Mais allons un peu plus loin, sondant un peu plus profondément ce roc de la sociabilité humaine. Il n'est pas illégitime d'y voir l'écho d'une scène originaire. Marie-Christine, tu l'as un peu évoqué, de la rencontre des tribus. Ici, on peut prendre ces récits de première confrontation à l'altérité, de première rencontre, dans le cadre des premières rencontres entre une société traditionnelle et puis des colons blancs. On a une sorte de classique de l'anthropologie. Et voilà comment l'un des anthropologues de Nouvelle-Guinée, qui s'appelle Andrew Strathern, rapporte le témoignage de son informateur lorsque, dans son adolescence, arrive dans son village le premier blanc, le premier administrateur, en l'occurrence canadien. J'ai aussi ce passage.
un informateur, alors septuagénaire, avait dans son adolescence assisté à l'arrivée dans son village du premier administrateur australien. Selon la légende locale, certains morts devenaient des fantômes, pâles et cannibales. Le blanc n'était donc pas a priori bon signe, puisqu'il symbolise la mort ou un être cannibale hautement dangereux, provoquant une grande angoisse des villageois à la vue de ces êtres étranges à peau blanche qui s'approchent d'eux. Comment alors savoir, telle est la question, qui s'impose à ce moment tout à fait inédit, s'il s'agit ou non d'êtres humains, à qui j'ai affaire? Ainsi fut décidé d'appliquer aux colons un test d'humanité. J'aime beaucoup cette formule de test d'humanité.